Téléspectateurs de Canal King Télévision, nous voici sur ce plateau pour l'émission Monde du Travail en français et Moussala en lingala. L'émission Monde du Travail et Moussala s'occupe de toutes les questions liées au travail dans tous les domaines de la vie, dans tous les secteurs. Dans les secteurs de l'administration publique, dans les administrations privées, dans les secteurs de la société civile, dans les organisations de la société civile, tout ce que l'on fait dans la vie, on développe toutes ces questions, tous ces aspects dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes là avec notre invité, votre invité. Il est coordonnateur adjoint de la société civile cadre de concertation et en même temps, il est président des regroupements de dynamique. Groupement de dynamique et l'EDIC, puis il va intervenir également en qualité de partenaire à l'éducation dans notre secteur de l'enseignement. Bonjour, coordonnateur adjoint, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau. C'est la première fois pour échanger sur les questions sociales et les questions de votre secteur et la société civile, et nous sommes là puisque vous savez ce qui se passe actuellement au sein de la société civile, et la société civile s'intéresse plus aux questions liées à l'organisation de la société, à l'organisation des élections, et donc à l'organisation de la société d'une manière générale, et cela relève exactement de votre secteur, la société civile. Comment votre organisation, les cadres de concertation, comment vont les cadres de concertation? Les cadres de concertation nationale de la société civile de la République démocratique du Congo va vraiment très bien. Comme vous le savez, nous sommes la fêtière des fêtières. C'est la sommité à ce qui concerne les organisations de la société civile. Il y a les organisations au niveau. Là, vous parlez des cadres de concertation. Des cadres de concertation nationale de la société civile. C'est-à-dire, nous sommes la fêtière des fêtières. À ce qui concerne les organisations de la société civile, nous avons les organisations de base. Après ces organisations-là, à un autre niveau, il y a des réseaux, il y a des plateformes, et au sommet-là, il y a les cadres de concertation nationale de la société civile. C'est nous qui sommes l'interlocuteur, l'interface de la société civile auprès du gouvernement. Alors, c'est que vous voulez, donc, dans ce terme-là, clair, vous êtes la centrale de toutes les composantes de la société civile œuvrant en République démocratique du Congo. En d'autres termes, c'est ça l'idéal. Alors, vous êtes également président de l'EDIC. L'EDIC est donc réseau de regroupement dynamique de l'intégration chrétienne. Et puisque vous avez œuvré dans cette organisation depuis très longtemps, et nous savons que vous avez eu à militer quand la société civile a renversé Ngoï Mulunda. Vous avez signé la pétition, et jusqu'à aujourd'hui vous continuez avec la lutte pour la population. Alors, en quelques mots, puisque c'est la question que je posais toujours aux acteurs de la société civile, quel est le travail de la société civile au sein de la société? La société civile, c'est la population organisée. C'est les syndicats de la population. Nous sommes là pour défendre les intérêts de la population dans les affaires de l'État. Nous jouons à la fois le rôle de contrepoids et aussi le rôle d'accompagner les institutions. Et surtout que notre gouvernement a opté pour la gestion partenariale. C'est-à-dire la société civile, la population organisée doit être associée de la conception à la réalisation dans tous les projets.
Et c'est là dans le cadre d'assurer la transparence dans la gestion de la chose publique, comme vous venez de le dire. C'est vraiment exactement, c'est dans le cadre de la bonne gouvernance. Voilà, dans le cadre de la bonne gouvernance, raison pour laquelle vous êtes là, pour participer d'une manière citoyenne à la gestion, si pas directe, indirecte, mais vous êtes là comme témoin. Vous êtes là comme l'œil du peuple, mais généralement, vous, la société civile, vous, les organisateurs de la société civile, vous n'êtes pas écoutés au niveau des prises de décisions à la hiérarchie nationale. Souvent, vous êtes émiettés et par les acteurs politiques, engloutis. Aujourd'hui, c'est ça le grand problème. Et c'est, à ce qui nous concerne, c'est un défi. Et nous disons même que le défi, c'est le défi partenarial ou le défi des partenariats de confiance. Aujourd'hui, avec le gouvernement, le partenariat n'est pas vraiment de confiance, n'est pas vraiment apaisé. N'est pas sincère. C'est ça, n'est pas sincère. C'est ça un grand défi. Le défi d'un partenariat sincère. C'est-à-dire, si le partenariat, il est sincère, c'est ça même la bonne gouvernance. Puisque la bonne gouvernance implique la transparence. Et aussi la transparence implique l'implication de tous. Et dans cette implication-là, il y a la forme et le fond. À ce qui concerne la forme, le gouvernement, c'est le décideur, dans chaque secteur est censé inviter la personne attitrée. Si la personne de la société civile qui devrait être là n'est pas invitée, c'est le problème. Ça, c'est de un. Et de deux, celui-là, lorsqu'il est invité, il doit maintenant travailler. C'est ça ce que je parlais de la forme et le fond. Mais d'abord, la forme là pose un problème, c'est-à-dire le partenariat sincère. Si le partenariat n'est pas sincère, n'est pas de confiance, n'est pas apaisé, déjà par rapport à la forme, il y a déjà un problème là. La bonne gouvernance, le problème de la bonne gouvernance doit se poser. Alors, généralement, j'attends les acteurs de la société civile parler. Ils ne sont pas là pour prendre le pouvoir. Ils ne sont pas là pour militer à avoir le pouvoir. Et pourtant, sous d'autres cieux, je prends le cas du Brésil avec Lula. Lula, c'était syndicaliste, c'était un acteur de la société civile. Il a fini à prendre le pouvoir au Brésil et il a géré le Brésil et il a laissé les traces. Mais pourquoi seulement ici, en RDC, quand on parle de la société civile pour le pouvoir, elle dit qu'en tout cas, cette option ne la concerne pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, ce sont les règles des jeu. Telles que définies dans notre pays, un acteur de la société civile ne peut pas ambitionner le pouvoir. Celui ou ceux qui doivent ambitionner le pouvoir, ce sont les politiques, ce sont les politiciens. Celui qui a l'ambition du pouvoir doit s'organiser dans les partis politiques pour demain conquérir les pouvoirs. Mais quand on se décide de militer dans la société civile, là, vous n'ambitionnez pas les pouvoirs. Vous devez être associé, on peut même dire co-gérer avec les pouvoirs. C'est-à-dire chercher à accompagner le pouvoir positivement par rapport aux intérêts de la population. Ça, c'est dans des conditions normales où les règles des jeu sont respectées. Par exemple, en ce qui concerne notre pays, les délais des élections sont respectés, puisque les acteurs politiques doivent accéder au pouvoir à travers les élections et en respectant bien les mandats. Si le délai là, constitutionnel n'est pas respecté, à ce moment-là, ça devient autre chose. Et à ce moment-là, les acteurs de la société civile doivent participer à la gestion du pouvoir.
Voilà, vous avez démontré les travaux, puisque l'émission c'est le monde du travail, et chacun va parler de ce qu'il fait pour la société. Au sein de la société, vous avez démontré quel est le rôle de la société civile qui fait l'équilibre entre le pouvoir et la population, et la société civile est au milieu pour jouer cet équilibre-là. Alors, oui, un autre élément, la société civile, c'est même les thermomètres de la politique ou de l'action gouvernementale. C'est la société civile. Les thermomètres de l'action gouvernementale passent par la société civile, c'est bien. Et dernièrement, c'est ce qui nous concerne plus. Vous avez tenu une grande rencontre au CEPAS à Gombe et vous avez levé les options à l'issue de cette rencontre-là, c'est-à-dire les cadres de concertation qui avaient organisé cette rencontre tout en réunissant toutes les composantes de la société civile, puisque ce jour-là, j'étais là dans la salle au CEPAS, j'ai vu les grands acteurs de la société civile de la République démocratique du Congo. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi alors la tenue de cette rencontre juste après la publication de la feuille de route de la CENI? Oui, nous avons décidé de nous réunir pour réfléchir et analyser la feuille de route de la CENI. Comme vous le savez, la feuille de route, c'est sous forme d'un indicateur, d'une boussole qui nous indique où nous allons, où vont les élections. C'est comme ça qu'on avait pris cette décision-là de nous réunir. Comme vous le savez, nous, en tant que souverains primaires comme population, la seule façon d'exercer notre pouvoir, ce sont les élections. C'est comme ça que nous voulons que les élections ça se passe dans les délais. Et comme vous le savez, à ce qui concerne les élections, nous poursuivons des choses majeures. Le premier élément, c'est le respect des délais constitutionnels, c'est-à-dire la régularité des élections. Et la deuxième chose, c'est l'intégrité électorale. Comme la feuille de route de la CENI était sortie, on s'est senti dans l'obligation de nous réunir, d'inviter les acteurs aussi majeurs de la société civile autour de nous, le cas de concertation, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et analyser cette feuille de route. Alors, pensez-vous que, puisque le jour de la publication de la feuille de route de la CENI, le président de cette institution, Denis Kazadi, a relevé certains points. Denis Kadima a relevé certains points en ce qui concerne les contraintes, en termes de contraintes. Il a parlé des contraintes financières, les contraintes santé, la contrainte technique et la contrainte géographique. Si j'ai bonne mémoire, il a évoqué également la contrainte géographique. Alors, pensez-vous, tenant compte de toutes ces contraintes-là évoquées dans la feuille de route de la CENI, les élections auront bel et bien, comme vous venez de le dire, dans les délais constitutionnels, pour assurer, bien sûr, la régularité de la tenue des élections en République démocratique du Congo et faciliter également l'alternance au pouvoir. Bon, après notre analyse, nous avons constaté que toutes ces contraintes ne relevaient pas du ressort de la CENI. Les responsables, c'est-à-dire les personnes attitrées pour pouvoir apporter des solutions à ces contraintes, n'était pas la CENI. C'était soit le gouvernement, soit le Parlement, soit le président de la République, tout ça. Maintenant, est-ce que les élections vont-elles se passer dans les délais? C'était ça même le but de notre rencontre. C'est comme ça que nous avons décidé de nous engager pour encourager
la CENI a organisé les élections dans les délais constitutionnels et aussi encouragé le gouvernement à mettre des moyens à la CENI à temps. Alors, mettre les moyens, donner la CENI, puisque c'est ça, quand on voit la déclaration finale de votre rencontre, vous avez insisté plus sur les décaissements de fonds pour pouvoir les donner à la CENI. Jusque-là, bon, les choses ne semblent pas bouger. Et avec ces rythmes, puisque vous réclamez la tenue des élections dans les délais, et vous avez insinué quelque part là, ok, certains aspects ne concernent pas la CENI, concernent bien sûr le gouvernement. Toutes ces retraites-là, après notre analyse, nous avons constaté que ça ne relève pas du ressort de la CENI. C'est-à-dire la CENI n'est pas à mesure de solutionner les contraintes qui ont été soulevées. C'est-à-dire les solutions viendront en dehors de la CENI. Alors, pensez-vous que, comme vous avez soulevé l'aspect finance, le financement des élections, de l'ensemble des élections, et si vous prenez l'option, comme vous venez de le dire, de la tenue des élections dans les délais, et vous évoquez également les moyens, c'est-à-dire si le gouvernement donnait des moyens équilibrés suffisants à la CENI, quelles que soient les difficultés, les contraintes, est-ce qu'il y aura la tenue des élections dans les délais au temps constitutionnel? Oui. Parmi les contraintes, il y avait aussi le problème de la volonté politique. Jusque-là... Là, vous parlez du gouvernement. Les décideurs. On parle des décideurs. Quand on parle des décideurs, il y a le gouvernement, il y a le Parlement, il y a aussi le président de la République. Jusque-là, les élections peuvent s'organiser dans les délais s'il y a la volonté politique. Dans une année, puisqu'aujourd'hui nous sommes en 2023. Nous sommes au mois de février. En 2000. Demain c'est disons 2023. Est-ce à la fin, dans une année, oui, à la fin. Vous êtes sûr que les élections pourront bel et bien avoir lieu? Oui, si avec la volonté politique, les élections peuvent s'organiser dans les délais. Dans les délais, nous avons vu. Tout dépendra de la volonté politique. Nous avons vu avec l'abbé Apollinaire Malumalu, il a prêté serment à la Cour suprême de justice à ce moment-là, en 2013, et ce cycle électoral a été conclu l'an 2018. Et vous voyez, quand vous comptabilisez à peu près 5 ans, si je calcule bien, et pensez-vous que dans une année, la CENI, c'est-à-dire faire la commande, cartographie, déploiement de matériel, former les agents électoraux, et donc organiser, réaliser tous ces facteurs-là, toutes ces étapes-là dans une année? Oui. C'est facile. Oui, nous sommes fiers à la déclaration de la CENI elle-même et aussi à nos experts. Si le délai est long, les moyens, ça ne va pas demander de gros moyens. Mais si le temps est court, là, il faut multiplier les moyens. Ça va donner beaucoup de moyens en termes de financement. En termes de financement. Et là, vous pensez que si... Là, oui. C'est ce que je suis en train de dire, c'est toujours la volonté politique. Et aussi notre responsabilité aussi. Hein? Au niveau de politique, et ils doivent mettre les moyens à temps, nous produire les lois essentielles à temps. La CENI doit mettre en place le cadre, doit redynamiser le cadre de concertation où toutes les parties prenantes
nous allons nous retrouver, à ce moment-là, on aura vraiment la lumière sur toutes choses. S'il y a un cadre de concertation, la CENI est là, le gouvernement est là, nous, la société civile, nous sommes là. À ce moment-là, les choses seront tellement claires. C'est ça aussi la bonne gouvernance. Alors, quand vous prenez la feuille de route publiée par la CENI ce jour-là, nous avons entendu le président de la CENI dire cette feuille de route sera mise à jour en concertation avec toutes les parties prenantes. Pensez-vous que la mise à jour de cette feuille de route, c'est quoi ça? Comment pensez-vous à cette mise à jour de la feuille de route de la CENI? Bon, la mise à jour, c'est l'actualisation. C'est ce que j'ai dit, non? Oui. C'est-à-dire, dans des conditions normales, il faut, à l'heure où nous sommes, il faut un cadre de concertation qui sera qui doit être mis en place par la CENI, où toutes les parties prenantes, nous devons nous retrouver. Et toutes les questions-là, soit liées à la période, soit aux moyens, soit à la technique, ou à la logistique, seront discutés. Et s'il y a à mettre à jour, c'est-à-dire à actualiser, on va décider de manière... Avec possibilité de report. Avec possibilité de report. Report comment? Des élections. D'aller au-delà de... Non, pour le moment, d'après la CENI elle-même et nos experts, on ne peut pas parler aujourd'hui du glissement. Du glissement, ok. On n'est pas encore là. Ok, il y a une question importante, bon, elle me semble en tout cas intéressante. Il y a, que j'appelle ça, contradiction entre la CENI et le ministère des Finances. Nous avons suivi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, dans sa dernière sortie médiatique, suivant l'intervention du président de la CENI, qui parlait des moyens. C'est la moitié des moyens qui devraient être mis à la disposition de la CENI. Jusque-là, bon, la CENI n'a pas encore bénéficié des moyens conséquents. Et le ministre des Finances a réagi à propos. Peut-on appeler ça, puisqu'il y a eu des points de vue contradictoires quant à ça? C'est un climat de tension, incompréhension, contradiction. Comment vous, puisque vous avez dit, vous êtes intermédiaire entre l'État et la population? Bon, par rapport à cette question, je préférerais répondre comme un scientifique. Ici, d'abord, du point de vue du côté positif, c'est encourageant, ça prouve que dans notre pays, la démocratie marche. La CENI parle, et ici, elle est contredite par le ministre des Finances. Le ministre des Finances parle, il est contredit. Ça du côté politique. Et madame est rapporteure de la CENI, elle est intervenue comme disait. Là, c'est une bonne chose. Comme disait PPRD, coup sur coup. Ok, mais maintenant, comme scientifique, il faudrait un cadre de concertation. Et quand nous allons nous retrouver ensemble, c'est à ce moment-là, on saura qui dit vrai. Et qui dit faux. Qui dit faux. C'est ça. Si on est ensemble dans un cadre de concertation, on saura. Puis c'est là comment on peut le juger. Mais si on suit l'intervention du président de la CENI, donc il peut avoir en quelque sorte raison, parce que jusque-là, la CENI sollicite des moyens. Les problèmes... On est en train de harceler la CENI pour qu'elle puisse organiser les élections. Et la CENI, à son tour, demande des moyens. J'ai dit, c'est ce que nous avons relevé. Dans notre analyse, il y a aussi des contrats et des contraintes en rapport avec le financement. Jusqu'à aujourd'hui, la CENI n'est pas autonome
financièrement. Ça, c'est un problème, c'est un grand problème. Hein? Je vous dis. Alors, mais si la CENI n'est pas autonome, mais qui continue à gérer la CENI? Ici, je réponds comme expert à la matière, je réponds comme scientifique. Hein? C'est par rapport aux faits. Comme scientifique, comme expert, avant d'organiser, on doit d'abord identifier les problèmes et aussi planifier. Et tout en se rassurant qu'on a le moyen. Mais jusque-là, la CENI n'a pas encore, selon la CENI elle-même, de moyens à sa disposition. Et surtout à ce qui concerne les budgets d'opération. Pour votre information, la CENI a les budgets de fonctionnement, de rémunération, d'investissement et d'opération. Et d'installation également. À ce qui concerne le processus électoral, à ce qui concerne les élections, la CENI doit avoir le budget d'opération. Jusque-là, selon la CENI, elle n'en a pas encore. Bon, nous, on ne veut pas trop se fier sur les voies de donne. Il faudrait ce cadre-là de concertation. Si ce cadre est mis en place, là, on sera avec la CENI et aussi le gouvernement. À ce moment-là, la vérité sera découverte. Puisque, bon, depuis un certain moment, vous continuez à plaider pour la CENI afin qu'elle puisse organiser les élections dans les délais et à ces stades. Est-ce que, comme j'avais suivi, si j'ai bonne mémoire, le coordonnateur du RESIC, il a déploré qu'on est en train de préparer les glissements. On est en train de préparer les glissements, puisqu'il a parlé également sur nous avons diffusé cet élément sur les antennes de Canal King. Et lors d'une rencontre, toujours ensemble avec les cadres de concertation au CEPAS, avant votre dernière rencontre ici, il a déploré qu'en quelque sorte, le glissement est en train de préparer. Comment se fait-il que la CENI cherche les moyens et au niveau du gouvernement, et quand on voit les ministres des Finances intervenir, comment peut-on interpréter ces propos-là jusqu'à ce jour, parce que dès la prestation de serment des bureaux plénières de la CENI devrait, au moment même, se doter des moyens de faire sa politique et d'organisation des élections. Et jusque-là, rien. Est-ce que, en quelque sorte, les glissements sont en train de se préparer à dessein? Bon, je ne saurais pas dire oui, mais nous allons le vivre par rapport aux faits. C'est-à-dire, comme l'affaire des routes de la CENI est là, nous allons lui exiger le calendrier et suivre l'étape par étape. Et à ce moment-là, on saura que si le glissement est en train d'être préparé. Mais à ce qui nous concerne, comme société civile, nous nous sommes déjà engagés pour encourager la CENI d'organiser les élections conformément au délai constitutionnel et aussi encourager le gouvernement de mettre à la disposition de la CENI les moyens conséquents et aussi à temps. Comme vous le savez, nous comme population, nous ne pouvons que nous retrouver sur les élections. C'est-à-dire sur les élections régulières, sur les élections qui s'organisent dans les délais et les élections intègres. C'est comme ça que, au niveau du cadre de concertation nationale des sociétés civiles, nous avons lancé la campagne de vigilance et de surveillance électorale. Comme vous le savez, nous comme population, nous ne pouvons nous retrouver que dans la vigilance et surveillance électorale. C'est-à-dire une bonne vigilance électorale ou surveillance électorale traduit la volonté
des citoyens de mettre en place le gouvernement responsable, crédible, démocratique et transparent. Et aussi, elle garantit les droits des citoyens à participer à la gestion des affaires publiques. Également, elle garantit l'intégrité électorale. Aussi, elle garantit la redevabilité gouvernementale politique. Et aussi, elle garantit la réduction de toute violence politique potentielle. Comme vous le savez, dans notre dernière constitution, au préambule, c'est bien mentionné, parmi les crises récurrentes dans notre pays, c'est la crise de légitimité. Et la seule façon de résoudre cette crise, c'est par la voie des élections. C'est-à-dire le glissement, ce n'est pas la bonne chose. C'est comme ça que nous, comme société civile, nous nous sommes déjà engagés pour encourager la CENI d'organiser les élections. À temps, dans les délais, et aussi le gouvernement de mettre les moyens. À temps, on va suivre. Et on vous dira qui est en train d'organiser ou de préparer les glissements. Et maintenant, je reviens pour répondre à votre question, puisque vous avez dit que, d'ailleurs, ça, ce n'est pas notre souhait. S'il y a le glissement, s'il y a glissement, c'est qu'il y a déjà une autre crise. Hein? S'il y a glissement, il y a déjà une autre crise. Il faut aller au dialogue. Je vous dis, là, il faut nécessairement le dialogue. Hein? On doit partager le pouvoir. Là, y compris la société civile doit avoir le pouvoir. Hein? Là, il y a ici des intérêts. Comme la fois passée en 2016. Comme en 2016. Hein? Là, c'est ça. C'est les conditions normales. Ce sont les délais constitutionnels. Dans les délais, vous êtes là, vous travaillez. Et si vous estimez que vous pouvez prendre quelqu'un de la société civile pour travailler à votre côté, ou vous estimez que vous pouvez les nommer comme le président l'a fait avec les acteurs de la société civile, là c'est lui-même. Ce n'est pas du tout un droit. Parce que c'est ça dans les délais. Mais en dehors du délai, là, c'est le partage. Ok, partage de... Ce n'est pas aussi bien. Vous ne le souhaitez pas. Ce qui n'est pas aussi bien. Oui, le peuple congolais ne le souhaite pas, c'est ce qui est normal. Et il faut, comme dit le chef de l'État, l'état de droit, c'est le respect des textes réglementaires, les textes légaux. Okay. Alors, voilà, prenons un autre aspect de notre émission. Vous êtes acteur de la société civile majeure. En même temps, vous êtes partenaire de l'éducation. Société civile, vous êtes en même temps partenaire de l'éducation. Et nous avons assisté à certaines turbulences lors de la rentrée scolaire, la rentrée des classes qui a été retardée. Et les enseignants ne voulaient pas reprendre la grève. Ils déploraient les problèmes de leurs conditions socio-professionnelles, salaire. Et en même temps, on a vu que la gratuité ne marchait pas jusqu'au stade actuel. Vous, en tant qu'acteur de la société civile et partenaire à l'éducation, qu'allez-vous dire à propos? Bon, la gratuité dans notre pays n'est pas une innovation. La gratuité, ça existait dans ces pays-ci. D'après les différentes études, les différents forats, pour que notre système éducatif marche, pour que notre pays marche, il faudrait que l'éducation de base, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à la 8e année, soit gratuite. La gratuité qui a été lancée par le chef de l'État, j'en profite pour le féliciter, c'est un processus. C'était la volonté du partenaire éducatif et en particulier aussi des parents.
Mais la réussite de cette gratuité pose problème. Au début, ça semblait marcher. Au début, ça semblait marcher. Au milieu, tout. Au début, ça semblait. Tout s'est éclaté. C'est très bien. Vraiment, vous suivez. Vraiment, c'est de cela. Très bien. C'est-à-dire, au début, ça semblait marcher. Maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire, le grand problème de notre pays, c'est le problème de la gouvernance. Ce problème, il est global et aussi sectoriel. Là, il y a aussi le problème même de la culture même de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, comme je l'avais dit, implique la transparence. Et la transparence implique l'inclusivité, la représentativité, la participation, la redevabilité. Mais aujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, par exemple, de DPST, il y a des décisions parfois illégales, celles qui ne sont pas conformes à la loi, et aussi des décisions unilatérales. On prend parfois les décisions qui sans le partenaire. D'ailleurs, j'avais parlé le problème des partenariats apaisés sincères, c'est-à-dire sans concertation. Et aussi, on prend des décisions qui vont même à la contre de leur stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Dans cette stratégie-là, il y a 3 axes. Il y a l'accès, il y a la rétention et il y a aussi quoi? Il y a la qualité. La gratuité semblait marcher, mais aujourd'hui ça ne marche pas. Pourquoi? Bon, il y a aussi le problème. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens? Je termine un peu l'idée. Okay. Il y a aussi le problème de continuité. Hein? Quand vous arrivez, il y a des gens qui ont travaillé. Vous devez voir, faire l'état des lieux, voir comment ils ont travaillé, où est-ce qu'ils se sont arrêtés, et vous allez continuer. Mais maintenant, à ce qui concerne la gratuité, par exemple, il y a eu des mesures d'accompagnement de cette gratuité. C'est-à-dire, il fallait supprimer le frais illégaux, entre autres la motivation, c'est-à-dire la prise en charge des enseignants par les parents. Comment on avait procédé? D'abord, tous ces frais-là, illégaux, étaient supprimés. Concernant la motivation aussi, on l'avait aussi supprimé. L'année passée, par exemple, les parents avaient payé 30 000, je crois, à 60 000 francs congolais. Mais cette année ici, et la politique était que chaque année, il fallait revoir le frais scolaire à la baisse. Mais cette année, on est allé jusqu'à 600 000 francs, 300 $ américains. On est allé. Mais où est la gratuité? On est allé jusqu'à 600 000 francs. C'est-à-dire soit une augmentation de 2000 et quelques %. Vous voyez, ce sont déjà des actes qui sont contre même la gratuité. Oui, Cordon, peut-être nous pouvons descendre, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Cette fois-ci, descendons par Olingala. Commission de contrôle à travers le territoire national. Est-ce que la commission peut résoudre le problème de la nouvelle unité? Il y a nos pays, aussi ces missions, puisque tant d'habitude comme la souka. Bon, commission à contrôle et identification au Batindi et Sala et Zamalam, puisque dans l'Italie qu'on gère, il faut qu'on ait les statistiques et Babatunini ou Zanabango. Mais pour réussir, et c'est la transparence. Qu'on associe paternel surtout. Mais malheureusement, Ming Bazo Sala,
on dirait que makambo za kalawana auto telemaka wana auto boya kawana yango nde ezozonga lisusu makasi lisusu makambo ya batu ya makambo ya tribalisme wana makambo ya clientélisme makambo to telemelaka wana na tanga mobutu na tango ya banani makambo ya salité wana nde yango ezozonga lisusu makasi partout même dans secteur wana au moins ba invitation au lieu ko bengisa bato zo ba bonne gouvernance il faut bengisa bato que c'est bazala pour balandela ngo ba mona transparence bazala si bazala confiance ezala bandima makambo wana mais ce qui ba décision état attention za malamu bato c'est bazala bazate bon dimate et puis même na français to benga ngo implémentation. C'est-à-dire, bah décider, bah ça va attendre, bah ça décision. À ta biso, tout ça niveau national, c'était civil. Quand on a bah décision, il faut bah tout au bas na base, yango puis c'est bah on dit bah saler la yango. Et puis on dit bah résultat au monde, résultat à bon la décision. Pour na résultat monana, il faut bah tout bas na base. Et ça puis ndenge moko na relation à biso na bah politique, politique dans une décision pour la décision ana ezala impact et monana et c'est société civile ayambango pour biso des population to kenango na bato to lobelango osuneti makambo ya gratuité talande na lobelango mona que ça passe bien. Voilà, coordonnateur national adjoint de la société civile cadre de concertation et président de REDIC, Jérôme Lokando, merci d'être venu répondre à notre invitation. Ce n'est pas la première fois et la dernière fois. Nous allons continuer à vous inviter pour que vous puissiez éclairer à l'opinion le travail de la société civile, qu'elle fait la société civile au sein de la société congolaise. En tout cas, je vous remercie. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, le même jour, le mercredi.